I'm losing my patience. I just came here to dance. Donc bonjour, on va commencer sans Antonin. Il va arriver, il prendra le train en marche. On va en profiter pour présenter un petit peu les intervenants. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons 3 intervenants. Nous avons Svenja, qui est parmi vous, et Cédric, du groupe ID Kids. Alors je propose qu'on commence par présenter ID Kids et on va faire une présentation vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, ID Kids partage des valeurs très fortes. Et donc, Cédric, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ces 3 piliers qu'on a vus, qui étaient donc le respect, le partage et le progrès, et ce leitmotiv qui est agir pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Quand on est une société privée et qu'à la base, on fabrique et vend des vêtements et des jouets, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut s'engager comme ça et qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais revenir rapidement. Bonjour à tous déjà. Je vais revenir rapidement sur la construction d'ID Kids et vous expliquer, au-delà des marques qu'on a présentées, comment on en est arrivé là. Donc aujourd'hui, on a mis en place ID Kids il y a 1 an et demi. À la base, on vient de Camailleux Enfants. On est une émanation de Camailleux Enfants qui est devenue Okaidi. Et puis, par la force des choses, il y a un certain nombre de marques qu'on a créées ou qui nous ont rejoints dans le temps. Et il y a 1 an et demi, il y avait cette vraie volonté d'accompagner l'enfant au global. Et donc, il a été décidé de créer un lieu d'accueil
Alors, c'est pas une marque ID Kids en tant que telle, mais c'est un lieu d'accueil où on va retrouver l'ensemble des marques, donc OKD, OBaby, Oxybul Éveil et Jeux. Une marque invitée qui est un Jacadi aujourd'hui, mais il y aura peut-être d'autres marques demain, tant qu'ils respectent tout le sens qu'on veut donner à cet ensemblier. Autour de ce lieu d'accueil, il y a une communauté, il y a des communautés qui existent et du contenu. Donc, on prend, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a le magazine Bubble qui est, distribué dans l'ensemble des écoles où on va montrer aux parents un certain nombre de choses pour aider dans l'éducation de leurs enfants et apprendre aux enfants à grandir. Et tout ça, il y a aussi ID Kids au niveau du contenu. On a un site aujourd'hui qui fait du contenu et de la vente, mais où on va pousser un certain nombre de bonnes idées. Et au sein de tout ça, on veut que ce soit un lieu d'expérience et on va pousser un certain nombre de services, et c'est une de mes fonctions dans l'entreprise, pour accompagner la famille, et toujours avec cette volonté de dire on ne va pas rendre service aux parents. C'est pas le leitmotiv, c'est vraiment comment on va mettre en place des actions pour justement faire progresser l'enfant et l'aider à grandir. Donc voilà. Et donc, est-ce que tu as des exemples d'actions concrètes en magasin et sur la plateforme ID Kids, puisque ID Kids, c'est aussi une plateforme sur laquelle les parents vont trouver du contenu, et on est plutôt dans l'idée Alors, totale en de la maga- parentalité positive. Alors, je comptais y revenir après dans la suite du débat avec Svenja et Antonin. Non, mais on met en place déjà un certain nombre d'actions. Par exemple, j'ai parlé qu'ID Kids, c'est un lieu d'expérimentation. Aujourd'hui, on a une quinzaine de magasins ID Kids dans lequel l'enfant va pouvoir venir tester un certain nombre de choses autour du codage, va venir faire un certain nombre d'actions ludo-éducatives qui vont l'amener justement à démultiplier ses talents et à se connaître lui-même. Excusez-moi, du coup. Donc on accueille Anthony qui vient d'arriver, le pauvre qui était coincé dans le métro, Antonin de la Ligue, voilà, qui est là. Donc Bonjour. Antonin, pour résumer la situation, on vient de présenter le groupe ID Kids, qui a des valeurs qui sont sur certains points assez proches des vôtres, quand on parle de partage, respect, progrès. Et puis je propose à Svenja de présenter un petit peu son tour du monde. Bonjour à tous. Donc moi c'est Svenja, j'ai entrepris un tour du monde où je suis partie sur 6 continents, visité 10 pays et j'ai rencontré plus de 350 personnes, que ce soit des profs, des directeurs d'école, des entrepreneurs, des gens dans le service public, et je me suis intéressée à l'innovation dans l'éducation et plus en général au EdTech, donc comment le numérique peut nous aider à mieux apprendre, à apprendre plus efficacement et à permettre un accès qui soit meilleur, et une personnalisation évidemment. Donc voilà, et donc je vais vous parler de ça et de ce que j'ai vu de particulièrement innovant à travers le monde. Donc on rappelle que l'objet de cette table ronde, c'est éducation numérique en France en 2016, sous l'angle du continuum éducatif. Donc comment est-ce qu'on fait le lien entre la famille, l'école, les activités périscolaires, les amis, etc. Enfin, la vie de l'enfant dans son ensemble. Et justement, Anthony, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'action de la Ligue, nous donner quelques chiffres peut-être, pour qu'on se rende compte de qui vous êtes? Oui, c'est vrai que là, je suis un peu un passager clandestin. Alors, j'arrive en retard à cause du métro, mais aussi parce qu'on organise un gros événement aujourd'hui, hier, avant-hier et jusqu'à dimanche, ça s'appelle le Salon européen de l'éducation, qui se déroule porte de Versailles. Quand Startup for Kids sera fini, vous pouvez y passer faire un tour. On sera heureux de vous y accueillir. Passager clandestin parce que la Ligue n'est pas spécialement une start-up. Déjà parce qu'on a 150 ans, c'est pas un terme qui existait à l'époque, et qu'on a été créé dans un cadre pas institutionnel du tout, mais qui visait à instituer des choses. C'est-à-dire qu'il y a 150 ans, c'était le Second Empire et on a voulu créer l'école avec nos premiers militants, Jules Ferry, Paul Bert, Jean Massé, etc. Et on a réussi assez vite parce qu'il nous semblait que c'était un enjeu majeur pour avoir une république que d'avoir des républicains. Et que pour avoir des républicains, il fallait des enfants éduqués, etc., etc. Le fait qu'on ait 150 ans et qu'on ait créé l'école ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au numérique, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça explique un petit peu les chiffres que je vais donner et l'ampleur qu'ils ont, parce que de fait, on a eu le temps, depuis 150 ans, de construire
la structure qu'on représente et l'ensemble de notre action. Aujourd'hui, la Ligue, c'est la plus grosse, je parle en quantitatif, hein, association complémentaire de l'école, puisque à la Ligue de l'enseignement, on a 10 000 salariés sur l'ensemble du territoire. C'est aussi une grosse fédération d'associations, 30 000 associations affiliées à la Ligue de l'enseignement sur le territoire, dans 103 fédérations départementales, c'est-à-dire qu'on a une couverture complète en France et dans les DOM. Et on compte 1 600 000 membres et 500 000 bénévoles qui interviennent chaque jour dans des actions éducatives sur l'ensemble des temps éducatifs que tu rappelais fort bien, Jennifer, auprès de l'école, dans les temps périscolaires, en direct par le biais de nos associations affiliées. On nous connaît parfois sous d'autres noms dans nos actions éducatives, la Ligue de l'enseignement, Vacances pour tous, pour ce qui concerne les séjours scolaires et les séjours famille. Et puis UCEP, Union sportive de l'enseignement primaire dans l'école, et l'UFOLEP, qui est notre fédération sportive affinitaire. Ok, merci pour cette présentation. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée du champ d'action de la Ligue. Cédric, est-ce que tu peux nous énoncer des actions que vous avez très concrètes sur la toute petite enfance et la petite enfance, en magasin et pas? Globalement, aujourd'hui, on essaie de faire un maximum de choses, toujours pour respecter, agir pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Je vais reprendre l'exemple, par exemple, de nos marques, un No Baby aujourd'hui, qu'on qualifie comme une marque apprenante. Il est très important pour nous de penser, quand on pense produit, de penser évolution de l'enfant. Donc pour Oh Baby, ça va être mettre en place un certain nombre de choses qui vont amener au questionnement de l'enfant. Je ne sais plus si je t'avais envoyé la photo, mais on a toute une gamme de t-shirts qui s'appelle Who I Am, avec par exemple, on voit juste la crinière du lion, on voit juste la trompe de l'éléphant pour qu'ils s'interrogent les uns aux autres. On va essayer de favoriser l'interrogation des uns et des autres. Quand je prends un OKD aujourd'hui, c'est plus sur l'autonomie. On ne veut pas faire, alors je vais pas citer de marque, mais on ne veut pas faire les mêmes vêtements pour les enfants que les vêtements des parents. On essaie de trouver à chaque fois qu'est-ce qui va permettre à l'enfant d'être autonome, qu'est-ce qui va permettre de bien s'évoluer dans le style, nos créateurs aujourd'hui vont imaginer quel est le design qui va bien s'adapter à l'enfant. Qui va permettre à l'enfant de s'habiller tout seul, par exemple. Oui, mais après aussi une morpho, au niveau de la morphologie, on va essayer de s'adapter à la morphologie de l'enfant. On veut vraiment pas faire, je plagie, mais du pareil au même. La façon, on veut pas que ce soit un mini-papa ou une mini-maman. Et puis Oxybul, si je reprends donc dans le domaine du jouet, c'est peut-être là où il y a le plus de choses à faire, mais on a toute une grosse gamme ludo-éducative. C'est comment on va réussir à chatouiller un peu les différentes intelligences de l'enfant. On entend beaucoup parler en ce moment des 9 intelligences. Il y a un très bon article sur Bubble, comme ça je fais un peu de pub en même temps, ce mois-ci, mais c'est comment on va réussir à permettre à l'enfant de s'éveiller et de se découvrir là où on arrive à développer ses compétences. Et justement, tu me disais que vous envoyez des messages en push aux parents. Alors ça, c'est dans les actions numériques qu'on fait aujourd'hui. Donc on va revenir un peu plus au sujet. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre d'actions concrètes qu'on met en place. Je reviendrai sur les crèches plus tard, mais sur les pushs, avec... on sait que l'enfant se construit... On passe... Moi, je suis papa de 4 enfants. J'ai un mal fou à passer du temps aujourd'hui avec mes enfants en dehors des moments de l'école. Et on sait que ce sont des moments cruciaux dans la façon dont on va aborder, mais c'est pas... être devant la télé et parler avec l'enfant ou autour d'une tablette. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner des moments privilégiés. On appelle ça les 10 minutes de kiff, mais 10 minutes qu'on va passer avec son enfant, où on va être plus dans une phase interrogative. Donc il y a les pilots blabla, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est comment on passe 10 minutes avec son enfant sur l'oreiller, sur des questions. On vient aider les parents par un petit push de l'application Bubble ou par une newsletter qu'on essaie de pousser au moment opportun pour justement amener cette interrogation pour que, au-delà d'aborder l'enfant en disant ça a été quoi tes notes aujourd'hui ou des choses comme ça, c'est plus raconter sa journée par le questionnement, réussir à le faire parler et puis lancer cette discussion.
Et puis des idées d'activités aussi à faire facilement. Ça avec fait ce qu'on a partie dans le aussi dans les. Alors, il n'y a pas de bubble ici, mais on essaie de donner les bonnes ficelles aux parents, justement, pour qu'ils passent plus de temps et puis qu'ils aient les bons réflexes aussi. Donc voilà. Et Antonin, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de certains projets que vous avez développés et que vous développez aujourd'hui, dans cette idée toujours du continuum? Oui, peut-être un petit peu sur les questions numériques, mais il y a peut-être besoin avant d'éléments contextuels euh, pour expliciter pourquoi on fait ça et ce qu'on fait. Euh, peut-être premier élément, tu disais qu'est-ce qui change en France en 2016 dans l'éducation au numérique. Euh, Sans revenir sur l'ensemble des évolutions sociétales, j'ai peut-être envie quand même d'en parler un tout petit peu. Mais il y a déjà un élément majeur qui fait qu'on parle d'éducation au numérique et il se passe des choses en ce moment dans l'école et en dehors de l'école. Ça ne vous a pas échappé, il y a 2 ans maintenant, le gouvernement a lancé un grand plan numérique pour l'éducation, qui est essentiellement un plan d'équipement, et 200 millions d'euros sur la table. Et puis je crois que sur les 200 millions d'euros, on doit en avoir 30 qui sont dévolus à des actions éducatives. Euh, mais voilà, qui est essentiellement un plan d'équipement. Ça prend la continuité de ce premier mythe qu'on essaye un petit peu de déconstruire. Quelle idée, alors quand on a commencé dans les années 90 à parler de fracture numérique, on a fait comme si la question de la fracture numérique était avant tout une question d'équipement, c'est-à-dire qu'il suffisait de faire en sorte que toutes les familles soient équipées pour qu'on résolve un problème d'inégalité qu'on voyait advenir en se disant les compétences numériques vont être les compétences de demain et il faut absolument équiper tout le monde. Donc voilà, c'était porté évidemment par des grands industriels qui voyaient tout à fait l'intérêt à équiper tout le monde. Aujourd'hui, on est à 95% d'équipement selon le dernier chiffre de l'INSEE quand on parle des jeunes. Ça cache évidemment plein d'inégalités. On peut avoir un smartphone et pas de connexion Internet. Voilà. Mais on voit bien que le problème de la fracture numérique n'est pas résolu. On voit bien notamment que l'ensemble des enfants et des jeunes n'ont pas du tout, en fonction de c'est toujours les mêmes histoires de capital sociaux, etc., mais de l'environnement dans lequel ils évoluent, des enseignants qu'ils rencontrent, des parents qui peuvent ou pas les accompagner, etc., n'ont pas du tout les mêmes pratiques en matière d'usage des outils numériques et en matière de compréhension des outils numériques. Ce qui est un petit peu dramatique quand on sait à quel point les compétences qui sont liées à la compréhension de ces usages et aux usages créatifs du numérique, parce qu'on peut avoir un usage consommateur ou un usage créatif, je le dis un peu brutalement, c'est évidemment plus complexe que ça, sont fondamentales pour ce qui nous concerne, nous, à la Ligue, en tout cas, le rôle du citoyen de demain. On ne peut pas imaginer une démocratie plus transversale si on n'accompagne pas les enfants et les jeunes dans ces pratiques-là. Donc voilà, constat que l'équipement ne suffit pas. Constat aujourd'hui que les enseignants ne sont très largement pas encore formés sur ces usages-là. Constat aussi que dans l'école, on prend les choses toujours comme un problème d'équipement très souvent. Pour prendre un exemple très simple, on accompagne les projets éducatifs des territoires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Une école a toujours un projet d'école, mais un territoire, depuis la réforme des rythmes scolaires, a toujours un projet éducatif territorial qui répond à cette question du continuum. Des parents, des enseignants, des acteurs éducatifs du périscolaire et des collectivités territoriales qui sont autour de la table et qui définissent ensemble, en fonction des besoins de leur territoire, un projet qui doit ensuite s'incarner dans des actions éducatives. Et quand on parle de culture, ça rentre dans le projet éducatif de territoire, mais quand on parle du numérique, aujourd'hui, ça n'y rentre pas. Et on continue à entrer dans la porte numérique par la rencontre avec une entreprise et l'équipement de l'école. Donc, première action qu'on mène localement, c'est de travailler ces projets éducatifs territoriaux dans cette dimension éducative pour que la décision d'équipement réponde à un besoin éducatif et que soit pris en compte tout de suite le besoin en formation des enseignants et l'usage. Parce que ce qui se passe sinon, c'est qu'on a des belles tablettes, des beaux iPads et qui dorment dans la cave, à part 1 ou 2 enseignants qui arrivent à s'en saisir pour X ou Y raison. Et la deuxième manière qu'on a de répondre, c'est le projet dont je parle tout le temps parce qu'il me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Déclic numérique, qui est un projet qu'on a monté avec d'autres acteurs institutionnels
et associatif, et qui répond à ces besoins-là à travers 3 grandes actions. Je ne vais pas pouvoir détailler plus, mais des parcours éducatifs. On a 80 heures d'activités clés en main qui se basent entièrement sur des outils gratuits open source, et qui renvoient parfois vers d'autres outils potentiels. Simplement, on a 2 manières, nous, de ne pas faire de placement de produits quand on travaille avec les écoles. La première manière, c'est de vendre aucun produit, donc des outils open source et gratuits. Et puis la deuxième manière, c'est de faire l'exhaustivité. On a par exemple un centre de ressources en robotique éducative. L'enjeu, c'est d'avoir toutes les ressources pour n'en défendre aucune, quoi. Donc voilà, donc des parcours éducatifs clés en main, une offre de formation pour les enseignants et les animateurs. Aujourd'hui, en un an, on a formé 200 formateurs nationaux qui sont sur tout le territoire et qui ont déjà formé à peu près 1 millier d'acteurs éducatifs. Et puis une offre de mobilisation. Je vous ai invité à venir sur le salon tout à l'heure. On lance demain, sous le haut marrainage d'Axel Lemaire, notre grand programme d'engagement, 500 volontaires en service civique par an pour accompagner des problématiques d'inclusion numérique, avec les écoles dans une dimension éducative, mais aussi dans une dimension sociale, avec les espaces publics numériques, les Fab Labs, ou même dans des EHPAD pour accompagner les personnes âgées, parce qu'on n'en parle pas, mais elles font aussi partie de ce continuum, elles ont aussi des choses à raconter, et on obtient des choses très très chouettes quand par exemple on fait créer une chaîne YouTube à une personne âgée dans un EHPAD et qu'elle peut raconter ses savoir-faire ou partager avec d'autres, avec ses petits-enfants, mais aussi avec d'autres personnes âgées. Voilà. Donc aujourd'hui, la Ligue est vraiment au cœur de la population française. Votre quotidien, c'est la rupture du lien social, le chômage, la fracture numérique, mais pas que. Non, j'ai donné cette impression-là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, évidemment, notre quotidien, nous, c'est pour ça que je dis que je suis un peu passager clandestin, hein, parce C'est la que réalité c'est la réalité on de a évidemment des la vie modèles du peuple. économiques. J'entendais l'autre jour les copains des entrepreneurs sociaux qui disaient notre différence, c'est que nous, on a un modèle économique. Non, évidemment, les associations ont un modèle économique. Il n'est même pas seulement basé sur de l'argent public, puisque notre modèle économique, c'est 90% de chiffre d'affaires et 10% d'argent public. Je n'ai pas détaillé l'ensemble de l'activité de ce qu'on peut mener parce qu'on s'intéresse à tous les temps de vie, pas seulement des enfants et des jeunes, mais aussi des adultes. Notre credo, c'est l'éducation tout au long de la vie. Et c'est beaucoup lié à l'histoire. Quand je parlais de Vacances pour tous, c'est une offre de vacances qui est liée directement à 1936, les congés payés. Quand je parle du numérique, c'est lié très directement à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas où tu veux que j'en vienne. Ce que je disais hier, peut-être sur la question de l'ensemble des impacts du numérique sur nos actions, c'est ça? Oui, exactement. D'accord, ok. Oui, alors il y a la question de l'éducation au numérique, évidemment, elle est forte et je voulais l'aborder comme telle, mais dans la mesure où on a des activités d'édition, des activités culturelles, on est le plus gros réseau de cinéma itinérant en France, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour imaginer qu'un cinéma, une grosse structure de cinéma s'implante dans une métropole, nous on est présent sur les petits territoires ruraux et on fait venir le cinéma à côté des habitants. Évidemment, ça c'est quelque chose qui s'est numérisé récemment, ça a permis de faire plein de choses nouvelles, notamment parce que le support est beaucoup plus souple qu'à l'époque du 16 mm, qu'on peut beaucoup plus facilement travailler avec les jeunes sur des projets éducatifs autour de la vidéo, ce qui est un peu salvateur aussi, hein. L'éducation aux usages créatifs, c'est ça aussi, c'est une manière de voir les choses de manière positive, d'arrêter de dire façon la gendarmerie dans l'école, on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, on va vous faire passer votre permis citoyen d'Internet, et de dire on va produire avec vous des choses de qualité et on va accompagner des usages créatifs pour que lorsque vous ferez peut-être une chaîne YouTube, déjà que vous ayez l'opportunité de le faire, et en plus lorsque vous le ferez, vous aurez conscience de ce qui se joue derrière, des algorithmes qui sont en place, mais aussi de la manière dont vous pouvez communiquer autour de ça. Voilà, je te disais hier aussi que sur les vacances, on était par exemple encore en grosse phase de numérisation. Il y a 2 réalités, celle que tu me disais au téléphone. Alors on avait une discussion hier parce que je disais, nous, on est encore sur des catalogues sur les vacances, alors très très loin de la question de la numérisation. C'est aussi lié à une réalité de nos réseaux, c'est-à-dire comme on est très présent sur le terrain, on a moins que d'autres eu besoin d'effectuer cette numérisation très rapidement. Et ce qui est assez drôle, je suis désolé d'être un peu décousu, mais je pense que c'est important de vous le dire.
Ce qui est assez drôle, c'est de voir le nombre d'acteurs qui reviennent vers nous aujourd'hui, parce que ce mythe, un petit peu de l'ubérisation de l'économie, vous savez, on va, y compris quand on fait des choses à caractère social, on va mettre en place une plateforme et les gens vont s'auto-organiser localement. Ça ne fonctionne pas du tout. Parce que ce qui compte pour faire fonctionner une action, c'est qu'on ait des relais locaux, humains. Donc ça ne retire rien à l'intérêt de la plateforme, en l'occurrence, mais elle a besoin d'être appuyée sur des vrais réseaux, quoi. Voilà, c'est pour ça, par exemple, qu'on arrive avec notre projet Lire et faire lire, vous avez peut-être entendu parler de ça, on a monté avec Alexandre Jardin il y a quelques années, à avoir aujourd'hui 15 000 bénévoles, 150 000 enfants bénéficiaires tous les ans qui viennent lire, c'est des bénévoles de plus de 50 ans qui viennent lire des histoires aux enfants. On travaille sur la question numérique de plus en plus, les histoires améliorées, etc. Mais qui viennent lire des histoires aux enfants, simplement double perspective, accompagner le plaisir de lire, c'est aussi une manière de lutter contre les inégalités, et faire vivre du lien intergénérationnel. Vous avez compris que c'était aussi un de nos chevaux de bataille. Et du coup, ça fait le lien, voilà, Cédric. Moi, je réagis juste sur deux, trois petites choses. C'est vrai que les liens intergénérationnels, j'en parlais pas parce que je me suis un peu focusé sur le numérique, mais on a la chance, quoi. J'ai eu la chance de passer quelques jours, il y a 10 jours, dans nos crèches Rigolo comme la vie. Donc c'est un réseau de crèches, on a une 40aine de crèches aujourd'hui, où on essaie de favoriser ça, on essaie de mettre en place des liens. Alors il y a tout ce qui est lecture, on se met souvent juste à côté on essaie de trouver des liaisons avec les maisons de retraite, et c'est fabuleux. Vous verriez les enfants qui regardent justement leur père en train de lire des histoires, et on se rend compte que c'est une vraie problème. On apporte vraiment quelque chose de très intéressant, et les personnes demandent de revenir et ont une disponibilité super intéressante. Je me permets de revenir aussi là sur tout ce qui est animation. C'est clair qu'aujourd'hui, la clé d'entrée de tout ça, c'est l'humain, et on peut mettre toutes les plateformes qu'on veut. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans nos valeurs, mais nous, notre RSE à nous s'appelle la RSM, et dans la RSM cette année, on ajoute un grand H parce que l'humain est au cœur de nos préoccupations. Et dans le cadre de tout ça, des plateformes de mise en place de services justement pour tout ce qui est lieu de vacances, éducation des enfants. On travaille avec une structure qui s'appelle M-Animation, qui justement qui construisent alors c'est pas encore très numérisé comme activité, mais de plus en plus, mais c'est comment on arrive par des animations qu'on va mettre en place dans les centres de vacances, etc., justement à faire progresser l'enfant par des animations qui sont construites vraiment par eux et par des spécialistes de la petite enfance. Mais là où je me permettais de citer ça, c'est que c'est vrai, c'est bien beau de mettre des plateformes, on en a, mais c'est pas ça qui marche, c'est vraiment les relais sur le terrain. Et le but d'un ID Kids et de la communauté qu'on est en train de monter, alors nous on est un partenaire privé, c'est justement de diffuser, montrer toutes les actions, et toujours dans cette préoccupation de l'enfant. Globalement, Cédric, vous touchez combien de familles et combien d'enfants dans toutes les actions que vous menez, numérique, pas numérique? Je vais botter en touche, je n'ai pas les chiffres comme ça. Je sur sais votre pas si site, ma on dit- voisine peut m'aider. Peut aider un petit peu. Si forcément on a une idée de à peu près combien de clients on a dans le monde, puisque on est d'abord une entreprise économique. On a à peu près 15 millions de clients dans le monde, qui sont donc pour leur très, très, très grande majorité, soit des parents, soit des grands-parents, en tout cas des adultes qui sont effectivement en lien avec les enfants. Et après, là, ce qui est plus technique, c'est combien d'enfants on touche. Là, il faut faire des calculs savants en fonction des taux moyens de natalité. Et là, je ne rentrerai pas. Sur le site ID cette Kids, logique-là. d'enfants touchés directement, a priori, ça serait 50 000, mais via les associations. Donc, c'est pas toutes Alors vos oui, actions. après, effectivement, c'est sur l'action de la le fondation. sujet plus spécifiquement de la fondation, là, on mesure, parce que pour nous, c'est important, même dans cette démarche caritative, d'avoir une logique aussi de progression et de mesure de l'impact qu'on peut avoir. Et là, effectivement, on est sur à peu près 50 000 enfants qui sont touchés dans le monde, aussi bien dans les pays de distribution que dans les pays de production de tous nos produits. Et peut-être qu'on va laisser Svenia nous expliquer un petit peu ce qu'elle a pu voir dans le monde et cette idée du continuum de l'école et d'en dehors de l'école. Oui, alors sur le thème éducation et numérique, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question.
qu'est-ce que vous pensez que sont les EdTech, donc Education Technologies? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une définition de ce terme? Un ou une volontaire? Oui. Alors, je dirais que ce sont des sociétés qui proposent des services numériques à destination de l'éducation, des contenus ou des services. Merci. Une autre définition peut-être? Donc, au-delà des entreprises, tout simplement toutes les technologies et le numérique mis au service de l'éducation et de la pédagogie. Et je mets envie de dire qu'il y a des formations pour ça maintenant. Il y a le Master EdTech du Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Voilà. Une autre définition peut-être? En fait, ouais, c'est un peu ça. Merci pour cette définition. En gros, oui, des entreprises peuvent être des entreprises dans la EdTech, mais la EdTech, en gros, c'est la technologie, le numérique au service de l'éducation, au service de l'apprentissage. Donc, ça peut être aussi bien au service de la pédagogie directement, mais ça peut aussi être un outil qui favorise finalement la vie étudiante, la vie écolière, la vie de l'apprenant. Donc, par exemple, des applications pour les étudiants pour mieux se retrouver dans leur campus. On peut considérer que c'est aussi une EdTech, tout comme on peut considérer que un software pour le management d'une école et pour bien suivre les notes des enfants et leur progression, c'est aussi une EdTech. Et donc, moi, j'ai trouvé ça fascinant, ce terme de EdTech, et je voulais en savoir plus. Et je me suis dit, finalement, en France, on n'en parle pas beaucoup. À l'époque où on a créé ce projet, c'était en 2014, et on n'en parlait pas beaucoup, et on se disait, finalement, c'est quoi et qu'est-ce que ça peut servir et en quoi ça nous sert pour changer la façon dont on enseigne aujourd'hui. Et j'ai découvert des choses assez formidable dans le monde entier. Et je me suis rendu compte que la EdTech, finalement, c'était juste un outil. Un outil comme une feuille, un crayon, du papier serait un outil pour faire apprendre. Et surtout un outil qui nous fait repenser la façon dont on enseigne, la façon dont on transmet les choses. Et avec le numérique, on peut passer à un changement de paradigme où finalement le professeur n'est plus de ce rôle de sachant, de sage sur son estrade, mais prend plus le rôle d'accompagnateur, de guide, puisque l'information est disponible un peu partout. Et que si on apprend aux apprenants à bien chercher l'information sur les bons sites internet, ils peuvent la trouver tout seuls et donc ils peuvent vraiment prendre plus de responsabilité et plus d'autonomie dans leur apprentissage. Et donc, de nouvelles formes d'apprentissage comme par exemple des pédagogies de la classe inversée, des pédagogies par projet, des pédagogies par problème. Il y a plein de nouvelles pédagogies qui ont émergé et le numérique répond un peu aux besoins de ces pédagogies, même si on peut très bien faire de la pédagogie par projet sans numérique. Ça, j'en suis très consciente. Mais dans les écoles que j'ai visitées, comme celle que vous voyez là, tout a été repensé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cours transmissifs, top-down, où le prof est là à débiter son savoir et les élèves prennent note passivement. Ça n'existe plus dans ces écoles innovantes que j'ai visitées. Mais les élèves sont en groupe, travaillent par projet, ensemble, sur des matières très différentes, en interdisciplinarité. Et ils sont complètement autonomes. Les profs ont un rôle très très important parce qu'ils les guident. Dès qu'ils restent bloqués sur quelque chose, ils sont là pour les faire avancer. Mais ils ne sont plus du tout dans ce rôle transmissif. Et donc là, cette première école, c'est une école en Australie qui est très intéressante parce que finalement, l'innovation qui se passe dans cette école, cette école a complètement repensé ses espaces, donc il n'y a plus de salles de cours, c'est que des open space. C'est pas venu du management de l'école, c'est pas venu de l'État, mais c'est venu finalement des professeurs eux-mêmes. C'est-à-dire que le proviseur de cette école a instauré un Innovation Hub dans l'école. C'est-à-dire qu'il a libéré quelques heures pour ses profs pour qu'ils puissent aller dans cette cellule d'innovation toutes les semaines pendant 1 heure ou 2 pour réfléchir au futur de leur école, pour leur donner les clés, pour repenser finalement les espaces, les enseignements, pour que ce soit vraiment une innovation qui soit menée par les professeurs et pas subie par les professeurs. Et donc finalement, ça a duré pas mal de temps. Au bout de 5 ans, les professeurs ont établi cette stratégie de nous ne voulons plus de murs et nous voulons un espace qui soit agréable aux élèves, qui soit cosy, qui soit respectueux de leur environnement et avec bien sûr du numérique qui accompagne le tout puisque notre rôle est amené à changer et que nous sommes prêts
à adopter ce rôle d'accompagnateur. Donc ça, c'est une école en Australie que j'aime beaucoup, qui s'appelle le SIL, donc le Sydney Center of Innovation and Learning. Ça, c'est la cellule d'innovation créée dans cette école qui est la NBCS. Peut-être Antonin voulait intervenir une minute. Oui, je voulais juste réagir, sans remettre en cause l'intérêt du projet en tant que tel dont tu parles. Il me semble qu'il y a derrière encore un mythe là. Je vois bien ce qui se passe dans cette école, et par contre, je ne vois pas du tout en quoi ça a un rapport avec le numérique. La question des EdTech, c'est pas la question de la pédagogie active. Freinet, ça existe depuis... On ne savait même pas ce que voulait dire numérique, digital ou informatique à l'époque. Les écoles innovantes, la pédagogie de projet, elles existent même dans des espaces où on ne travaille pas du tout la question numérique. On voit bien comment on a des écoles Freinet, Steiner, en France. La réalité institutionnelle française, c'est qu'on n'a pas réussi à dépasser le cap de cette pédagogie active et à l'intégrer dans une démarche plus large institutionnelle. On est toujours dans une démarche descendante. Le deuxième mythe qui me semble y avoir aussi, c'est l'idée que finalement, le numérique est forcément au service de ça. J'y crois pas non plus. Si on veut faire du descendant, si on veut fliquer les élèves, si on veut être hyper strict sur les notes et avoir des statistiques sur les élèves, le numérique, c'est un super outil. On peut faire une école verticale bien pire que celle qu'on a aujourd'hui grâce aux outils numériques. Le numérique, du coup, il y a deux choses à se dire. Un, le numérique n'est pas un outil neutre, c'est-à-dire que c'est aussi le mythe de l'équipement. C'est pas parce qu'on va équiper une école qu'on va transformer les choses, c'est parce qu'on sera dans une démarche éducative et qu'on ne se trompera pas d'outils qu'on va réussir à transformer les choses. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je n'ai pas dit que c'était forcément au service de cette pédagogie. J'ai dit que le numérique devait être au service d'une pédagogie. C'est parce que tu partais de l'EdTech en disant l'EdTech transforme, etc. etc. Mais je crois que ce qui se transforme, c'est le changement de oui, regard. Oui, bien sûr, mais c'est dans ma démarche, je suis partie dans cette démarche d'explorer les EdTech. Et finalement, je me suis rendu compte que les EdTech, là où elles avaient le plus d'impact, c'était quand elles étaient au service d'une pédagogie innovante. Mais j'ai très bien dit, on peut très bien faire de la pédagogie sans projet, de la pédagogie par projet sans numérique, c'est très possible. Mais je pense que là où le numérique a de l'impact, c'est quand il est au service de ces nouvelles pédagogies et au service d'une pédagogie plus active. C'est pour ça que je suis complètement contre les tableaux interactifs, par exemple, parce que ça reproduit un modèle hyper transmissif où le prof est là, au lieu d'avoir une craie et un tableau noir, il a un tableau numérique où il peut jouer avec des choses. Pour moi, ça reproduit exactement le modèle de la classe qui est hyper transmissive et top-down, où les élèves sont plutôt passifs. Alors on a aussi, je vous inviterai à aller sur Educavox, on a quelques exemples quand même de profs qui utilisent le tableau blanc d'une manière assez originale, qui détournent un peu l'outil de base. C'est toujours la même chose, c'est l'usage, la façon dont on va l'utiliser qui est importante. Nous, on le voit dans nos ateliers qu'on fait en magasin. Alors, on n'est pas sur l'éducation, on essaie d'accompagner autour de tout ça. Mais quand on utilise... Alors, le numérique, nous, je vais revenir sur 2 points. Numérique, tout ce qui est... on nous demande souvent, mais pourquoi vous n'avez pas d'application, etc. On a un positionnement qui n'est pas encore... On accompagne des gens qui préconisent des applications. Par exemple, Super Julie, qui est dans la salle d'à côté, qui nous aide à dénicher. On a vraiment un rôle de dénicheur avec eux sur les applications qui peuvent avoir du sens. Mais après, nous, dans le numérique, quand Jennifer, tu nous avais posé la question... J'ai parlé tout à l'heure des liens qu'on peut avoir avec la crèche, avec Bubble dessus. On a une sorte de Facebook qui est un lien social entre les parents et les enfants au niveau de la crèche pour avoir de l'interaction. Et après, la troisième façon dont on utilise le numérique, à mon sens, aujourd'hui, c'est en lieu d'expérimentation dans les magasins pour que les enfants puissent découvrir avec des systèmes de codage Scratch, comme on entend parler, ou de la programmation sur des petits automates type Dash, comment on arrive justement à avoir cette réflexion et avancer autour de là-dessus. Mais le numérique, à proprement parler, comme usage pour justement accompagner dans l'éducation, on n'est pas là-dessus. Mais cet outil dont tu parles, que vous avez développé pour faire le lien entre la crèche et le parent, il faut absolument réussir à le faire progresser et le faire rentrer dans l'école, parce que ça manque énormément, le lien entre les différents aspects de la vie de l'enfant. C'est ce qui manque terriblement.
En Ça France fait, comme partout oui, dans ça le fait monde, en partie. vrai. Après, c'est toujours la façon dont tu l'adaptes. Quand tu mets en place, on l'a mis là en place que depuis septembre. Donc, c'est vraiment un Facebook, mais dans un seul sens. C'est nous qui apportons de l'information pour que le parent vive et comprenne ce qui a été mis en place au niveau. Alors, il y a toutes les infos qui peuvent se passer, les maladies qu'il peut y avoir dans la crèche, tout ce qui est au niveau des menus, etc. Mais le focus particulier, c'est pourquoi on a fait telle activité, avec quel acteur et quel était le but recherché. Toujours dans cette idée de questionnement derrière pour que on arrive à... Bon, crèche, il y a peut-être un peu moins, mais à partir de 2-3 ans, il y a comment l'enfant va pouvoir... on donne des clés aux parents pour interroger l'enfant sur sa journée du jour. Et l'adhésion a été très très rapide. Mais à la base, on a quand même dû se poser la question quel est l'usage, quel est le besoin derrière, qu'est-ce qu'on recherche à faire, à Qu'est-ce qu'on montrer va aux parents. apporter. Et là, peut-être, Svenja, on peut avoir, j'imagine, c'est le propos de cette photo, c'est le poids de l'espace et de l'architecture. Tout à fait, oui. Donc, dans cette école, comme dans les écoles qui suivent, l'architecture a été complètement repensée et les espaces ont été repensés. Donc, ça, c'est une autre école en Nouvelle-Zélande. Si on passe à la photo suivante, en fait, cette école est assez extraordinaire, la Hobsonville Point Secondary School. Il n'y a plus pareil, il n'y a plus de salle de classe. C'est un très, très, très grand espace et il y a des petits coins comme ça où les élèves, ça, c'est encore une autre école, mais il y a des petits coins où les élèves peuvent se retrouver en groupe ou avec un prof. Et voilà, encore une fois, tout ça, ça favorise l'émergence de nouvelles pédagogies et surtout le fait que l'enfant soit plus autonome et travaille en groupe, quoi. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces écoles, c'est qu'elles étaient vraiment focalisées sur les compétences du 21e siècle, qui sont les 4 C, la créativité, la communication, l'esprit critique et la collaboration. Et ça, c'est extrêmement important de développer ces compétences-là chez les élèves. Et alors, justement, il se trouve qu'on a une chance inouïe. On a une enseignante, là, qui a repensé son espace de classe et qui peut peut-être nous expliquer, nous témoigner, nous expliquer un petit peu ce qu'elle a fait dans sa classe. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Je teste pour le département dans lequel je travaille. J'ai des classes de collège. Je suis enseignante de français et on a des chaises roulantes et des tables roulantes aussi. Je sais pas, tu veux montrer? Ah non, je sais pas, je les ai pas mises. T'as pas d'Apple TV. Bon. Voilà, donc j'ai rencontré Jennifer hier soir, voilà, et à Educatis, et je lui ai dit que j'étais intéressée pour venir voir comment était géré l'espace de travail ici, en sachant que dans un établissement public, on a des contraintes de type emploi du temps des enseignants, matériel propre à la classe, vol, etc. Donc voilà. Comment est-ce que tu as pensé ces tableaux-là, comment c'est pensé par rapport à la pédagogie, par rapport aux élèves en fait, par rapport Alors, à... ce sont des chaises Node sans tablette qui se rabattent parce que je veux pouvoir passer très rapidement d'un positionnement frontal, parce que parfois je fais des points classe. Alors j'ai un vidéoprojecteur qui est interactif, mais je ne m'en sers pas en tant qu'interactif. Je veux pouvoir passer rapidement de ce moment où tout le monde regarde le tableau pour que moi j'amène un apport méthodologique ou de contenu, pour qu'on regarde ensemble le travail d'un élève, à un moment où les élèves travaillent ensemble. Et du coup, on a des chaises sans tablette, des tables roulantes qui sont grandes pour 2 mais suffisantes pour 4. Donc les élèves peuvent se retourner immédiatement et continuer le travail en groupe. Voilà. Donc c'est des accessoires, entre guillemets, d'architecture qui permettent aux Oui. enfants de collaborer, d'apprendre différemment. en Oui, vrai. alors on a aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette gamme, des paravents qui se mettent sur les côtés des tables et qui sont des ardoises Velleda. Donc on a des iPads, mais on a aussi ces choses qui sont très traditionnelles en fait, où les élèves du coup s'isolent et font des petites cabanes. Alors moi au départ c'était pour pouvoir mieux s'enregistrer, parce que quand on est dans un vrai collège
et qu'on a des iPads, c'est difficile d'avoir des productions sonores qui soient satisfaisantes parce que concrètement, toutes les 50 minutes, même toutes les 25 minutes, il y a une sonnerie. Il y a des élèves qui passent dans le couloir. Il y a un iPad à 500 € dans les mains d'un élève et moi, je voulais qu'il puisse enregistrer en restant dans ma classe. Donc, avec ces paravents qui se mettent sur les côtés des tables, ça devient beaucoup plus faisable. Voilà. Merci pour ton témoignage. Je me permets juste de réagir. En plus de mon travail, j'ai une épouse qui est professeure des écoles. Elle a de la chance d'être dans un milieu favorisé, mais avant, elle avait été dans des milieux un peu difficiles. Et moi, je suis sidéré à chaque fois de l'inventivité. Alors, on parle de numérique, mais on a dévié un peu, donc je me permets. Mais de l'inventivité du corps professoral, justement, pour donner de la liberté aux enfants et essayer de justement faire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais faire découvrir aux enfants leur centre d'intérêt et leur manière d'apprendre. Moi, à la maison, l'appareil qui marche le plus, au-delà de l'imprimante, c'est la plastifieuse, parce qu'il faut faire des jeux particuliers. Et on est en train de voir pour réadapter le mobilier pour que ce soit le plus simple possible. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin, et je pense que, Antonin, tu me contrediras pas sur le sujet, mais le corps enseignant aujourd'hui a vraiment besoin d'aide, au-delà de l'aide financière, mais qu'on puisse les écouter un peu plus pour un peu plus de liberté dans les classes pour essayer justement de mettre en place leur propre pédagogie et d'être un peu moins dans le top-down, mais au niveau de l'éducation nationale, sur des choses à leur imposer. Je ne sais pas si je suis clair dans mon discours, mais Non, mais complètement clair. Il y a une vraie... je le vis tous les jours, donc je voulais le dire. Oui. Est-ce que sur... Là, vous qui êtes venus voir et écouter ce qui se raconte, est-ce que vous avez des remarques, des questions, une expérience à partager? C'est le moment. Si je peux juste me permettre, par rapport à ce que tu disais, évidemment, le ministère de l'Éducation nationale, on a conscience de ça. C'est clair que... j'essaie de trouver les mots justes. On est dans une institution qui, d'un certain point de vue, est très descendante. Mais de fait, il y a énormément d'enseignants sur le terrain qui innovent. Je le vois, par exemple, avec les enseignants qui travaillent avec les copains des Aventuriers, qui est une structure avec laquelle on travaille beaucoup à la Ligue de l'enseignement. Et dans leur classe, alors ils innovent, mais pas parce qu'ils ont décidé d'innover, etc. Ils innovent aussi, et c'était un petit peu en filigrane de ton témoignage, parce qu'on les laisse faire à un moment ou à un autre, parce que ils trouvent dans l'institution des portes d'entrée et d'écoute qui leur permettent de mener ces expérimentations innovantes. Par exemple, aux Aventuriers, les enfants se retrouvent dans une posture de chercheur, donc petit à petit, la classe classique est complètement inversée. Et les enseignants qui témoignent de ça, j'en discutais avec eux hier, disent que à peu près tous, ils ont à peu près tous le même témoignage. Et double, le premier, c'est de dire mon rôle s'est complètement transformé. J'amène plus forcément un savoir, mais je suis avec les élèves en situation de recherche. Donc ils travaillent avec des chercheurs de renommée internationale, parfois sur des sujets de recherche, et puis ils essaient d'aborder les apprentissages de manière transversale à propos de ça. Et puis la deuxième, c'est que ça leur permet une réinvention de leur métier et du coup, renouveau en matière aussi d'intérêt, etc., etc. Et la conclusion d'un échange que j'ai eu plus haut niveau avec des gens du ministère, c'est que cette question de la liberté des enseignants était fondamentale. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des espaces d'incubation au sein du ministère, etc., etc. On n'est pas dans une... Enfin, je veux juste donner une vision qui n'est pas caricaturale de cette institution. Sûr. Et puis, il ne faut pas oublier juste, si on se rend compte des chiffres du ministère, c'est à peu près 1 million d'enseignants, 10 millions d'élèves dont il faut assurer la sécurité des données, la sécurité tout court. Ce n'est pas si facile que ça. Il y a plein d'éléments qui font qu'effectivement, on est encore sur du descendant et que petit à petit, il y a une transformation qui s'opère. Mais il y a besoin que ça aille plus vite. Et en même temps, en tant que parents, citoyens, à nous
d'insuffler aussi un courant positif qui va dans ce sens. Je crois qu'on a un témoignage là-bas. Oui, alors je suis vraiment désolé parce qu'on est arrivé en retard, donc je pense qu'on a oublié certaines choses. Ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on est toujours sur la question des outils, des moyens. Dans l'éducation nationale, puisqu'on en fait partie de l'éducation nationale, il y a des choses qui bougent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie volonté, qu'elle soit institutionnelle ou pas. Des fois, on a l'impression que c'est du ministère. On a entendu parler du CRI, on a entendu parler des aventuriers avec lesquels je travaille, je connais très bien. Il ne faut pas oublier une chose, c'est la volonté pédagogique des enseignants. Il y a de plus en plus d'enseignants qui émergent dans leur coin, qui sont sur des réseaux sociaux, qui sont sur Twitter, etc., qui voient des choses. Mais ce qui me paraît hyper important sur ce qu'on a vu là, c'est qu'à un moment, on a entendu que c'était une volonté d'un établissement, de mettre en relation des profs, de réfléchir ensemble pendant 5 ans, etc. Que ce soit un outil de moyen avec les chaises notes, comme on a pu voir, qui sont finalement quelque part des chaises où on pourrait... Nous, on le fait à faible moyen. On met une balle de tennis sur chacun des pieds en dessous et vous transformez votre chaise dans une espèce de mobilité. Voilà. Encore faut-il avoir la réflexion nécessaire pour pouvoir sortir de la classe. J'entendais quelque chose tout à l'heure. Nous, on a la chance de travailler avec des élèves à besoins particuliers, une Ulysse. Tous nos élèves d'Ulysse ont du matériel, un iPad. Il y a à peu près 45 000 € de matériel dans une classe éducation nationale qui est ouverte. Donc ça veut dire que les étudiants, les enfants, les adultes rentrent en permanence. En 3 ans de fonctionnement, il n'y a jamais rien qui a disparu pour la bonne et simple raison qu'on a fait confiance aux étudiants qui étaient là, aux élèves, et cette confiance, elle est réciproque. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié, de montrer que finalement les élèves peuvent apprendre par eux-mêmes, et c'est l'intérêt des CRI et des aventuriers avec François Tadei, de l'école de la recherche par les élèves, pour les élèves, et nous, il faut vraiment qu'on soit dans l'accompagnement. Après, nous, dans l'éducation nationale, nous, on est dans un établissement où il y a à peu près 200 profs, 300 profs. Il y a des enseignants qui ont la volonté, il y en a d'autres qui sont empâtés dans un circuit qui, voilà. Il y a des volontés, qu'elles soient ministérielles, départementales, rectorales, etc. Mais je pense que toutes ces actions-là, il faut les faire connaître. Et c'est la communauté des réseaux, des Fab Labs, des Educ Labs, les Learning Labs, etc., qui va faire bouger les choses. Et c'est pas une histoire de moyens, en fait. Voilà, donc c'était juste pour dire que tout ça, je suis entièrement d'accord, mais il ne faut pas qu'on se trompe entre l'outil, qui finalement le numérique est un outil, au service des pédagogies de projet, Montessori, Freinet, tout ça, mais une réelle volonté de l'éducation qui a envie de bouger les choses. Mais encore faut-il que ce soit les élèves. En fait, c'est les élèves qui vont faire bouger les choses et c'est à nous d'accompagner. Et je pense que c'est ça l'école du XXIe siècle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, Michel? Oui, Michel Pérez, ANAE Educavox. Et donc, je voulais simplement rappeler que tout ne vient pas du ministère pour les équipements, et loin de là, parce que, hormis le plan numérique qui se fait à parité avec un financement d'État et de collectivités territoriales sur projet, ce sont les collectivités territoriales qui équipent, ce n'est pas le ministère. Donc, il faut bien savoir que tout part du terrain, en réalité, tout part des projets des établissements qui sont soumis à la collectivité, alors la mairie pour l'école, le conseil départemental pour le collège, la région pour les lycées, et que tout ça, ça se négocie, ça se discute autour de projets. Et le numérique, là-dedans, il vient simplement renforcer des projets pédagogiques. Le numérique, j'ai coutume de dire, c'est un amplificateur. Il amplifie ce qui est bien comme ce qui est mal. Si vous travaillez mal, pédagogiquement, le numérique fera une catastrophe. Et ça a été écrit, ça a été analysé, ça a été répertorié par des recherches pédagogiques. Il ne suffit pas d'avoir du numérique pour faire de bonnes choses. Il faut d'abord avoir un projet pédagogique et le numérique vient appuyer ce projet. Et quel que soit d'ailleurs le numérique, les tableaux blancs, on en a vu des usages magnifiques et très interactifs et très proactifs de la part des élèves qui travaillent, qui ouvrent des fenêtres, qui écoutent de la vidéo, qui voient du son, de l'image, etc. Et qui eux-mêmes interviennent. J'en ai même vu au Royaume-Uni un apprentissage de l'anglais, langue maternelle, des tableaux blancs magnifiques, associant les mots, la composition des phrases, la lecture de la phrase par la machine, la reconnaissance des mots, des sons. Enfin, on peut faire des très belles choses, mais on peut faire aussi n'importe quoi. On peut faire aussi le cours traditionnel au tableau blanc. Donc attention, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure,
Tout dépend de la posture pédagogique qu'on a. Et c'est vrai qu'on sait bien que Freinet, aujourd'hui, serait tout à fait servi et valorisé par le numérique, parce que le numérique, il propose tout. Il propose la bibliothèque, il propose l'imprimerie, il propose, on peut même, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque de Freinet, s'enregistrer, on peut se filmer, c'est magnifique. Donc, il faut revisiter Freinet à l'heure du numérique. Voilà. Tadzvenia. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que j'étais un peu extrême tout à l'heure. Tout dépend, effectivement. La majorité, enfin, en fait, ce tableau numérique a été conçu finalement pour remplacer le tableau noir, mais tout dépend de son usage. Effectivement, on peut très bien l'utiliser d'une façon très active voilà. Mais en soi, il réplique un petit peu le modèle, c'est tout. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Oui, je m'appelle Marion Aubry. En fait, je travaille pour BPI France. Donc, nous, potentiellement, on peut investir dans le secteur, dans des startups dans le domaine des EdTech. Pour l'instant, on a investi dans une startup qui s'appelle Open Classroom dans le domaine de la formation continue. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas nécessairement trouvé des sujets dans le domaine de l'enseignement plutôt scolaire. Et j'avais une question par rapport au déploiement des tablettes. Alors, il me semble que les tablettes ont été déployées, si je ne me trompe pas, en début d'année scolaire dans les classes de 5e. Donc, si je me trompe pas. En partie. Donc, en tout cas, comme il y a des profs dans la salle, ça m'intéresserait de savoir quel usage vous en faites aujourd'hui. Je peux témoigner aussi. Donc, moi, je suis dans le département de la Drôme, Académie de Grenoble. J'ai des classes mobiles depuis 2 ans. Donc, on a 3 classes mobiles pour un établissement de 850 élèves. Et cette année, donc, on bénéficie du plan numérique pour équiper les élèves de 5e. Ça fait 250 tablettes. Alors, avant de pouvoir donner les tablettes aux élèves, ça va se faire dans 15 jours. On a dû résoudre pas mal de problèmes. Donc, effectivement, sur le papier, c'est septembre, mais dans les faits, on est les premiers de l'académie à distribuer nos tablettes. Ça sera dans 15 jours. Donc, le Wi-Fi dans tout l'établissement pendant les vacances par la collectivité. L'enrôlement des tablettes, puisqu'il faut évidemment gérer l'achat des applications, gérer la sécurité, le fait que les tablettes soient verrouillées ou pas, choisir si les tablettes restent le soir dans l'établissement ou si elles rentrent à la maison. Et ça, c'est au niveau de la responsabilité, c'est énorme. Faire signer des conventions de prêt, gérer aussi les soucis d'assurance, parce que si un élève casse sa tablette, c'est une chose, si un élève casse la tablette du copain, c'est autre chose, s'il la casse à la maison, etc. Et puis surtout, quelque chose qui est fondamental, c'est la formation des enseignants, parce qu'on peut donner des tablettes à n'importe qui. Voilà, donc moi j'ai formé mes collègues avec un collègue. On a fait déjà 2 demi-journées avant les vacances d'été, une journée complète là, il y a 15 jours. Et on prévoit une journée disciplinaire plus de l'accompagnement dans les classes. Et là, peut-être qu'en janvier, on va pouvoir commencer à travailler. Mais c'est pas, effectivement, c'est de l'argent, mais c'est pas que de l'argent. Et on a la chance d'être dans un département où tout va bien, où on a quelqu'un du département qui nous aide et qui est là tout le temps pour résoudre les petits problèmes de proxy, débit Internet, etc., etc. Et c'est vous qui aviez été prévu pour faire la formation ou est-ce que vous l'avez fait parce qu'il n'y avait pas de formation prévue par... Ah non, alors moi je suis enseignante, je suis formatrice pour la délégation numérique. Donc en fait, il y a un référent par établissement qui a un contact avec le chef d'établissement, qui voit au niveau du contrat d'objectif quelle est la place du numérique dans le contrat d'objectif, qui fait un diagnostic et qui ensuite prévoit la formation suivant les besoins du terrain. Donc nous, on avait la chance d'avoir déjà des usages. Et puis on est deux enseignants formateurs dans cet établissement, et c'est pour ça qu'on est les premiers à pouvoir déployer, parce que dans notre académie, il y a la Haute-Savoie. Pour traverser une vallée, il faut 1h30 de route. C'est vraiment des problématiques humaines importantes. Voilà. Merci. Pardon. Encore une intervention, allez-y, je vous en prie. Il me vient une question à Antonin ou à Madame qui est enseignante. Si vous aviez 3 qualités fondamentales à donner à l'usage d'une tablette dans une classe, quelles seraient-elles ?
trois qualités et singularités liées à l'usage de la tablette. En gros, c'est que permet la tablette? Oui, qu'est-ce que ça apporte? Moi, je pense que ça apporte d'abord la participation de tous les élèves dans des activités très simples qui ressemblent à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire les exercices heures, où du coup, tous les élèves participent. Pour moi, ça, c'est fondamental. Ensuite, ça permet de différencier. Et puis, troisièmement, je dirais que ça permet d'ouvrir les murs de la classe, parce que, effectivement, c'est des ressources illimitées, et puis c'est une façon de s'exprimer immédiate. Enfin, moi, je participe au dispositif de la TWICT, et on travaille avec des classes du Québec, voilà, du monde entier. Donc, pour moi, ça serait les trois choses nouvelles que permet la tablette. Est-ce qu'on peut résumer et faire un raccourci en disant qu'il y a une question d'égalité des chances et de liberté? Oui, d'ouverture, oui. Ok. Antonin? Oui, il y a l'autocorrection aussi. Je pense que c'est aussi l'enfant il est autonome et il a de la liberté. Ça, en fait, ça va avec. Moi, dans la manière que j'ai de faire classe, l'élève, il y a une correction automatique. Du coup, le statut de l'erreur change complètement. Déjà, c'est la machine qui dit qu'on a faux. Du coup, l'enseignant, il n'est pas là pour juger, il est là pour aider. Et donc, on a moins peur de montrer ses résultats. Et les résultats, ils sont tout de suite reçus par l'enseignant et on peut immédiatement faire un retour. Donc là, c'est la différenciation aussi. Je suis content de ne pas avoir eu à répondre à la question parce que j'aurais botté en touche un petit peu en disant c'est la tablette ou autre chose. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme projet éducatif et qu'est-ce que l'outil qu'on a choisi permet. Ça me permet juste de rebondir sur cette question que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure. Vous avez eu raison de redire qui avait la responsabilité des équipements des établissements, évidemment. Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours dans le meilleur des mondes. Je suis même sûr de l'inverse. Pour avoir travaillé sur le terrain, moi j'ai été délégué général de la Ligue de l'enseignement de Lyon, puis de la Ligue de l'enseignement de Saône-et-Loire. Et j'ai constaté à chaque fois, quels que soient les niveaux des établissements que j'ai pu fréquenter, j'ai l'impression que, cependant, c'est en train de changer justement avec le plan numérique pour l'éducation, que les personnels n'avaient jamais, je m'arrête en 2013 dans mon expérience locale, n'avaient jamais été consultés pour quel que soit l'équipement, que ça répondait pas à un projet d'établissement, que ça répondait au projet de la collectivité. Je me souviens par exemple d'une ville de Lyon, je ne vais pas citer, voilà, c'était extrêmement caricatural, qui était venu me chercher en tant que fédération départementale de la Ligue de l'enseignement et qui m'avait dit, bon bah voilà, il y a 2 ans, on a mis plusieurs centaines de milliers d'euros dans les écoles de notre ville, on a tout équipé. Il y a des ordinateurs partout et les enseignants ne les utilisent pas. Comment on fait ? Oui, peut-être qu'il aurait fallu se poser la question avant d'acheter les ordinateurs et se la poser avec les enseignants. Donc ce qu'on a fait, c'est pas de recette magique. On a été chercher l'inspection académique, on a été chercher les enseignants, on a été chercher les directeurs d'établissement et on a travaillé avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à la réflexion sur le projet éducatif autour de ces outils qui existaient. On a travaillé avec des volontaires en service civique qui sont intervenus dans les établissements avec la complicité des enseignants. Et on a petit à petit fait émerger des pratiques c'est une expérience qui a duré 3 ans autour de ces outils-là, qui étaient déjà malheureusement du coup un peu dépassés parce qu'ils avaient été achetés à la fin 5 ans auparavant, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire quand je disais il doit y avoir un projet éducatif avant. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que la question qui me semble intéressante, c'est pas tant celle de la tablette que celle du projet, quoi. Et après, la tablette ou autre chose. Michel, tu voulais peut-être... Michel Orissergue, Educavox. Moi, il me semble qu'il y a une qualité essentielle, mais pas simplement la tablette. En fait, c'est tout objet connecté sur l'extérieur. Lorsque l'enfant, pendant le temps scolaire, que ce soit un smartphone, une tablette ou Internet sur un ordinateur, va chercher de l'information en ligne. Et en fait, la plus grande qualité, c'est certainement là, l'éducation aux médias. Parce que je sais bien qu'il y a des risques, il y a des dangers, on les met souvent en évidence, et que très souvent, on a vu des enseignants dire « Oh là là, pas accès à Internet pendant le temps scolaire ».
Et attention danger, etc. Seulement, à 5 heures, l'enfant, il va sur son smartphone et il est connecté avec le monde. Donc, je veux dire que si on connecte pendant le temps scolaire, on est forcément dans l'éducation aux médias, le développement de l'esprit critique, et ça me semble une des vertus absolument essentielles aujourd'hui. Voilà ce que je voulais tout simplement rajouter. Ce que vous dites juste, je ne peux pas m'empêcher de faire un témoignage. J'étais arrivé dans un collège de Saône-et-Loire où j'avais le directeur d'établissement qui me parlait de la sécurité de son système et qui me disait, vous voyez, les élèves, moi je suis contre le fait qu'ils aillent sur Facebook, je suis contre le fait qu'ils aillent, voilà, donc de toute façon on a tout sécurisé, donc on a un réseau internet mais ils y vont pas, quoi, parce que c'est sécurisé. Donc j'avais pris mon portable, j'avais ouvert un truc et puis j'avais dit, bah voilà, ça y est, maintenant vos élèves ils ont accès à Facebook. Et je pense qu'ils m'ont pas attendu. Et donc la question éducative, elle se pose de toute façon et on ne la réglera pas en empêchant les usages. Aujourd'hui, effectivement, la question de l'éducation aux médias, elle est fondamentale parce que les deux plus gros médias, c'est des médias maintenant qui ne sont pas régulés par des journalistes, qui ne sont pas régulés par des éditeurs. Ils s'appellent YouTube et Facebook. Donc elle est fondamentale et il y a un besoin urgent de travailler dans l'école, mais dans l'ensemble des espaces éducatifs, hein, parce que dans les centres de loisirs, les animateurs, ils disent pareil, hein, vous rangez vos portables dans la poche, je ne veux pas entendre parler de ça, à l'usage des outils numériques qui sont présents, qui sont dans la poche des gamins ou chez eux, peu importe, mais dans une démarche d'éducation citoyenne, d'éducation aux médias. Je suis convaincu de ça. Alors, tous les âges que vous citez, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça passe. Je pose moins la question avant 3 ans, parce que je crois qu'il y a un besoin absolu d'éviter au maximum la surabondance d'écran. Donc, il ne s'agit pas d'en remettre dans le temps éducatif. Enfin, je crois. C'est plutôt une question scientifique hein, qu'une question de mes croyances. Mais la question éducative, elle se pose ensuite avec vigueur, dès lors en tout cas que les enfants ont ces usages-là. Et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans l'accompagnement en dehors de l'école. Et je pense que on parlait tout à l'heure un peu de toutes les valeurs qui nous animent. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et voir quel est le juste milieu justement dans l'accompagnement pour avoir une continuité après l'enseignement et puis sortir un peu des tablettes à tout va comme le font la plupart des enfants, les miens les premiers. Justement, pardon, avant de conclure, Michel. Juste une information quand même, l'éducation aux médias, elle est inscrite dans la loi de juillet 2013 et c'est une obligation absolue des enseignants qui s'impose à eux de faire cette éducation aux médias et à l'information dans toutes les disciplines. Donc, je veux dire, c'est même plus une option. Si on est fonctionnaire d'État et qu'on applique la loi et les programmes, l'éducation aux médias et l'information est inscrite dans la loi. Article 53 de la loi du 8 juillet 2013. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Il faut bien s'en pénétrer. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Vous aurez compris que je parlais de la manière de faire de l'éducation aux médias et pas de la question de l'éducation aux médias en tant que telle. Mais effectivement, oui, vous avez raison. En 2013, les choses ont beaucoup changé. Il y a eu une loi qui a inscrit tout ça dans les textes fondateurs. Alors, si vous aviez les intervenants et puis vous qui êtes là, qui êtes venus, une pensée ou une idée positive pour améliorer le continuum éducatif au service de l'enfant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup qui est l'exemple de la Khan Lab School aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Et la Khan Lab School a été créée par Sal Khan, fondateur de la Khan Academy. Et il n'y a pas de vacances, en fait, dans la Khan Lab School. C'est une école qui est 365 jours, tout le temps. On peut aller à l'école, elle est ouverte. Et donc, les parents peuvent décider de partir en vacances pendant 3 semaines. Et puis, l'enfant part. Mais comme tout est numérisé, ils ont vraiment tout un programme. Ils ont des playlists de ce qu'ils doivent faire, des milestones à atteindre, etc. Ils reviennent après 3 semaines et ils peuvent reprendre là où ils ont arrêté. Et j'aime beaucoup cette idée d'école qui n'a pas de vacances. Voilà. Moi, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir des moments privilégiés avec l'enfant et utiliser justement le numérique pour ça, pour aider les parents à justement bien questionner l'enfant et bien accompagner l'enfant. Je pense que c'est crucial. La tablette, on ne pourra pas l'empêcher en tant que tel, mais après, on peut. Nous, c'est le rôle qu'on se donne sur tout ce qui est application.
aider les parents justement à sélectionner les bonnes applis et le bon contenu. Après, on sait que il y a YouTube hier qui a sorti son YouTube for Kids. Le contenu est géré par YouTube. On ne va pas dire que c'est des spécialistes de l'enfance derrière qui seront derrière. Je demande à voir. Mais... Donc voilà, il y a beaucoup de choses où on peut se perdre. Nous, on essaie de donner les bonnes clés et puis permettre aux parents d'accompagner au mieux leurs enfants pour les échanges au quotidien. Et Antonin, Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question de départ? quelle serait ton idée ou ta pensée positive pour améliorer cette histoire du continuum éducatif au service de l'enfance? En guise de conclusion. Non, moi, je pense que cette question du continuum éducatif, elle est indispensable et il faut qu'on se souvienne tous les uns et les autres qu'on est des acteurs au service de l'éducation des enfants, d'une manière ou d'une autre. Chacun a sa place, mais qu'on n'ait pas peur de le dire, de le revendiquer au service de l'éducation, au service de l'école. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on est des citoyens et qu'on a le droit d'aller voir nos politiques qu'on a élus pour leur demander des comptes sur le PEDT, le fameux dossier territorial. Exactement. On est parents, peut-être, ou enseignants. Donc à nous de jouer. Est-ce que vous voulez partager d'autres idées, d'autres pensées? Vous pouvez le faire de toute façon aussi sur Twitter si vous voulez, a posteriori, si vous avez une idée qui arrive un petit peu après. Vous avez vu le hashtag S4K16. Et en fait, il y aura un article sur Educavox qui résumera ce qu'on s'est dit avec tous les liens des différents intervenants. Donc n'hésitez pas à consulter voilà, le site. Et merci 1000 fois d'être venu, d'avoir été attentif et actif. Merci à vous. Merci.